Donc, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre du choix Goncourt de la Grèce. Et je tiens à remercier Neige Sinon d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir partagé avec nous, lecteurs, des moments très difficiles de sa vie personnelle dans son livre Tistre Tigre. Des portraits du chapitre 1, nous glissons au fil des pages vers les fantômes du chapitre 2, et vous avez su, Neige Sino, partager avec nous votre monde en nous livrant votre âme et votre cœur. Nous vous en remercions. Ce n'est pas facile, mais grâce aux questions de nos étudiants, nous allons essayer de vous connaître un petit peu mieux. D'ailleurs, c'est ce que des étudiants de 9 pays ont déjà fait, puisque dans le cadre des choix Goncourt internationaux, ils ont choisi votre livre et cela nous permet de constater que malgré des cultures différentes, ce qui nous unit, ce sont les sentiments qui sont universels. Je cite donc les pays qui vous ont choisi. Il s'agit des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, de la Corée du Sud, de l'Autriche, de la Slovaquie, de l'Orient, de l'Inde, de la Suisse et de la Belgique. De plus, vous avez obtenu le Goncourt des lycéens, le prix Femina et le prix littéraire du Monde. Alors, Nessimo, que représentent ces prix pour vous? C'est assez incroyable, oui, d'avoir reçu autant de prix. Et effectivement, comme vous le disiez, ça représente des lecteurs, des lectrices. Et c'est encore assez irréel pour moi. J'imaginais pas que ce livre aurait autant de lecteurs, lectrices qui rencontreraient un public comme ça. C'est plus une surprise parce que ça fait quelques mois, mais c'est quand même un questionnement. Oui. C'est surprenant pour moi. C'est surprenant parce que, comme vous le disiez, c'est pas un livre facile. Mhm. C'est un livre qui brasse de la souffrance, la mienne et celle de beaucoup d'autres enfants, et puis même celle du lecteur et de la lectrice qui est confrontée à de la douleur dans la lecture. Donc je Oui. pensais pas que c'était un livre qui deviendrait comme ça, comme une traînée de poudre aussi bien acceptée. Et c'est fabuleux, c'est une grande joie d'avoir tous ces prix, une reconnaissance oui, de mes pairs et puis aussi de lecteurs, lectrices qui valorisent ce livre pour le travail sur la langue. Parce que le choix de tous ces pays que vous avez cités, c'est quand même des étudiants qui étudient le français. C'est comme un peu une félicitation des choix pas techniques, mais enfin des choix littéraires que j'ai faits dans ce livre. Et c'était des choix un peu risqués. Donc, je suis très, très fière et très, très heureuse en même temps. En même temps, ça me cause de la tristesse aussi de me dire, bon, effectivement, ce que je raconte là, ça résonne chez beaucoup de gens, cette expérience que j'ai vécue. Voilà, on ne connaît pas tous quelqu'un qui l'a vécu directement, mais si c'est pas directement un ami ou si on l'a pas vécu soi-même, c'est l'ami d'un ami. On connaît tous, de près ou de loin, des personnes qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance et ça aussi, c'est inimaginable et c'est une chose qui nous rend tous tristes de nous rendre. On est quand même dans un moment social où on se rend compte de ça, quoi, Mm. que de l'amplitude de ce phénomène. Donc voilà, il y a un peu la tristesse de que ce soit ce livre-là euh, qui me fasse rencontrer un public et en même temps, comme tout auteur, je suis très très fière, très heureuse, bien sûr. Merci. Donc, en entendant, nous, la délibération du choix Goncourt de la Grèce qui aura lieu au mois de juillet, je tiens aussi à remercier donc les professeurs et étudiants pour leur collaboration à ce projet, ainsi que ma collègue de l'Institut français de Grèce à Athènes, Katerina Spiropoulou, qui est adjointe à l'attaché du service de coopération universitaire et scientifique et qui co-animera cette rencontre à laquelle je passe la parole. À toi, Katerina. Merci. Bonsoir à vous tous de l'Institut français de Grèce depuis Athènes. Merci Fanny, merci à tous les professeurs et à tous les étudiants qui participent cette année à la quatrième édition du Choix Concours de la Grèce. Et merci vraiment pour cet investissement et cet engagement que vous tenez depuis toutes ces années. Et à mon tour, je tiens à remercier Neige et Sino et d'être parmi nous ce soir. Et j'en profite pour annoncer que son livre, son roman Tristigre va sortir aussi en grec, va être traduit en grec aux éditions Estia. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous, car cela permettra au public vraiment de vous découvrir. Et Neige, sinon, vous êtes aussi enseignante, vous êtes traductrice, et donc vraiment, on vous remercie de l'ensemble de votre œuvre.
Et il me semble opportun de rappeler, comme à chaque rencontre, les noms des professeurs qui pilotent les groupes composés d'étudiants francophones venant de 9 universités réparties dans toute la Grèce. Donc, permettez-moi de commencer par l'Université ouverte de Grèce, qui participe à la 4e édition du Chouan concours de la Grèce avec 5 professeurs, dont, je cite les noms, Ioana Papaspiridou, Olympia Adoniazou, Dora Leodaridou, Maria Canzadoni et Kostadina Pleaka. Nous avons aussi avec nous l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes avec Maria Spiridopoulou, l'Université de Thessalie avec 3 professeurs, dont Marita Paparouchi, Ansula Rodoyani et Katerina Apostolopoulou, l'Université ionienne de Corfou avec le professeur M. Politis, l'Université du Pirée avec Christos Nikou, l'Université de Ioannina avec Maria Zoubouli, l'Université de l'Égée à Mytilène avec Panayotis Grigoriou, l'Université Aristote de Thessalonique avec Aliopi Ploumistaki, l'Université de Mokri Tetras avec Stefanos Gravanis. Et puisque c'est une rencontre dédiée aux étudiants et à cet échange avec notre invité, Neige Sino, je passe tout de suite la parole aux étudiants afin qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, la première question sera posée par l'Université ouverte de Grèce et je passe la parole aux 2 étudiantes, Cécilia et Sophia, s'il vous plaît, à vous la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Sinan. Euh, alors, nous voudrions tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui parmi nous et ensuite vous poser ma question. Euh, En lisant votre récit, Triste Tigre, j'ai été profondément touchée par la manière dont vous explorez les traumatismes et leurs conséquences à travers votre propre expérience. On a l'impression de plonger dans un documentaire sur le trauma, où vos réflexions éclairent non seulement votre propre parcours, mais aussi celui d'un réseau de personnes traumatisées. Pourriez-vous nous parler de votre processus d'écriture et expliquer pourquoi et comment vous avez choisi de partager vos réflexions, plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre propre expérience? Oui, c'est assez étrange comment ça s'est fait parce que j'ai pas, c'était pas vraiment un projet, mais je pense que c'est souvent comme ça pour les auteurs, même les auteurs de fiction. On a des idées. Moi, j'ai des idées, j'aimerais bien écrire comme Pierre Michon, j'aimerais bien faire ci ou ça. Et puis après, quand on se met à travailler, il se passe autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets et qu'on ne réalise pas des choses qu'on se propose de faire, mais quand même, c'était pas quelque chose que je souhaitais faire. Je souhaitais pas écrire de manière autobiographique sur cette expérience-là. Je trouvais que c'était trop dur pour moi, pour le lecteur. C'est des livres que j'arrive pas à lire moi-même. Donc, c'est quelque chose que j'ai repoussé pendant très longtemps. Et puis, ben, comme vous, j'étais étudiante en littérature, donc j'ai été amenée à faire des essais littéraires. Après, j'ai fait un post-doctorat. J'ai fait d'abord une thèse, après un post-doctorat, des articles. Donc, j'ai publié un essai aussi sur des auteurs, sur la lecture. Je, je me suis familiarisée avec cette forme-là de l'essai littéraire où je trouvais que l'essai universitaire, à l'époque où j'ai été formée moi, c'était trop objectif. Donc, je me suis orientée de plus en plus dans mon travail à faire des essais universitaires sérieux, mais un peu à la première personne. C'est-à-dire que j'inclus ma propre expérience de lecture. Je racontais pas des anecdotes sur moi, mais disons que j'ai commencé à construire un style d'analyse assez personnel dans mes essais. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est un peu fait, que cette première personne qui, comme vous le dites, hein, qui explore, qui réfléchit, qui fait appel à l'intelligence en même temps qu'au récit, je crois que ça s'est construit dans mon parcours universitaire. Et à un moment donné, ça s'est rencontré avec plein d'autres choses qui se passaient, des choses qui se sont produites dans mes livres. Mais tout d'un coup, voilà, il y a cette voix narrative qui est là dans le texte, qui est, oui, une voix autobiographique où je raconte mon histoire, mais c'est aussi cette voie-là de l'essai littéraire où je peux prendre un peu plus de distance et où je vois ma propre histoire un peu de l'extérieur de temps en temps.
un peu de l'extérieur, puis je me rapproche. Donc, quand j'ai trouvé cette voie, le récit, le travail est devenu possible. Tout d'un coup, je me suis dit, ben là, en fait, cette chose-là que je voulais pas faire, je vais la faire, mais je vais la faire différemment. C'est voilà, c'est un peu comme ça que je l'analyse a posteriori, parce que c'est vrai que c'était une surprise pour moi aussi. Des fois, des livres nous arrivent. C'est assez curieux. Ça, c'est un livre que j'ai pas voulu et à un moment donné, il m'arrive. Et ça veut pas dire que j'ai pas eu le choix, mais quand, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de ce livre, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça? Oui, je vais le faire, mais je vais le faire d'une façon qui me protège. Oui. Merci, Merci. Madame Sina. Merci. Sophia? Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Sinon. Bonsoir. Pourriez-vous nous partager les moments décisifs dans l'écriture des tristes titres où vous avez choisi d'intégrer des références et des empreintes à d'autres formes d'art telles que la littérature, l'essai et le cinéma? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais à votre camarade. C'est dès le départ, j'avais cette idée. Dès le départ, j'avais l'idée de procéder euh, avec plein d'outils différents pour ne pas me retrouver enfermée dans le récit qui est trop douloureux. Et en même temps, je savais, parce que j'ai lu moi aussi de la non-fiction et parce que j'aime beaucoup les formes littéraires, j'ai pratiqué beaucoup de formes. Je trouve que c'est très intéressant euh, selon le type de texte qu'on fait. Ça conditionne plein de choses et la forme nous permet des approches différentes. Et donc dans ce texte-là, je voulais mélanger plusieurs formes parce que je trouve que ce que nous apporte l'analyse littéraire, c'est effectivement un peu de distance par rapport à ma propre histoire, parfois, mais à d'autres moments, c'est au contraire, ça me permet d'entrer plus loin, de dire des choses que je n'oserais pas dire si ça concernait que moi. Et c'est pour ça que des fois, je fais appel à Virginia Woolf ou, par exemple, pour décrire une scène d'une grande violence, je fais appel à Toni Morrison. C'est pas moi qui le dis. Et donc, ça veut dire aussi, quand je fais ça, c'est que je ne suis pas seule à dire ces choses. Je me suis choisi des compagnons. Parce que une des grandes difficultés de ce texte et du trauma, comme on disait tout à l'heure, c'est la solitude, en fait. Et c'est une solitude tellement grande qu'on a l'impression que tout ce qu'on va pouvoir dire, ça n'approche que de très loin ce qu'on a vécu. Donc, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres écrits sur ce sujet ou sur d'autres traumas, qu'il y avait d'autres auteurs qui se sont confrontés à cette solitude-là, qui reste de toute façon, c'est une solitude absolue, la solitude du trauma, quel qu'il soit, on partage pas un traumatisme avec quelqu'un, même quelqu'un qui a vécu la même chose. Mais dans la création, dans le travail, je me suis choisi des compagnons et ça m'a permis de finir le livre déjà et aussi de pouvoir faire dire des choses à d'autres voix. Et ça, c'est aussi un espèce de jeu pour moi et pour mon lecteur. Ça met de la variété dans le rythme. Des fois, c'est des surprises aussi, je pense, pour mes lecteurs, de voir certains textes qu'ils ne s'attendraient pas à trouver là. Donc, ça m'a permis de mélanger quelque chose qui est pour moi très heureux. Je suis quelqu'un, ça ne me coûte pas d'écrire. Je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime lire. Donc, de mettre cette joie euh, dans de la mélanger avec quelque chose qui est quand même assez douloureux, qui est de parler de mon expérience personnelle, et de penser au fait qu'il y a des enfants à ce moment même qui sont en train de vivre ce que j'ai vécu moi. Il y a quelque chose de très noir là, de très dur. De mettre un peu la lumière de quelque chose qui à moi me fait plaisir, ça me semblait intéressant et je pense que qui a rendu possible l'écriture du livre. Merci. Donc, nous allons Merci. passer à l'université de Ioannina et je laisse la parole à Maria Spanaki. Bonsoir, Madame Sino. Me- Bonsoir.
Merci pour cette rencontre. Merci aussi aux organisateurs. Et la question de notre équipe est la suivante. Le titre du livre Triste Tigre fait référence au poème de William Blake, The Tiger, et à la question de savoir si celui qui crée l'agneau crée aussi le tigre. Le binôme prédateur-proie suit les lois respectables de la nature, mais notre humanité ne se reconnaît pas. Elle revendique une existence raisonnable, sensible, juste. Elle mise sur la parole et les mots. Ce qui nous fait penser à l'autre tigre du poème homonyme de Jorge Luis Borges, qui distingue le bel animal de la poésie de celui qui décime la tribu des buffles et s'interroge sur l'ontologie de la poésie. Votre livre revient sur une affaire close pour la justice. Croyez-vous que la littérature et la poésie peuvent sauver le monde de la violence? Leur ouvrage, c'est du maquillage verbal ou un acte de transformation effective? Merci. Merci, oh là là, c'est une question que je pourrais utiliser pendant longtemps. Euh, je trouve intéressant la référence à Borges parce que pour Borges, le tigre, il sort dans plusieurs poèmes. C'est complètement différent et il identifie les rayures du tigre à quelque chose de l'écriture. La fascination pour cet animal, c'est pour lui, je crois, une relation entre la création esthétique de la nature et la création esthétique qu'on peut nous-mêmes produire. Et je pense que pour Borges, euh, il y a quelque chose d'un peu inaccessible là, la fascination qu'on peut avoir pour des créations parfaites de la nature. Et donc, pour revenir à votre question, euh, c'est vrai que, comme je le dis, et j'ai voulu le mettre sur la quatrième de couverture, je ne crois pas que la littérature change le monde. Je ne crois pas que l'écriture d'un livre me sauve de ce que j'ai vécu. Je ne crois pas non plus que ça soit à nous de nous illusionner sur les pouvoirs de la littérature. Parce que des fois, quand on est comme moi un grand lecteur, et sûrement comme vous, puisque vous êtes là, hein, vous faites des études de français, tout ça, on a l'impression, on s'enthousiasme. Et on a tendance à idéaliser, à romantiser un peu la capacité du langage et de la littérature à agir sur le monde. Et pour moi, ça a été, dans mon parcours, pas vraiment une désillusion, mais quand même, j'ai l'impression qu'il faut que je me garde de trop croire dans ce pouvoir. Et tout le travail de mon texte, ça a essayé, et en général, j'essaye dans mon travail d'écriture d'être le plus juste possible, de me questionner, de faire appel à mon intelligence, et quand je vois que je vais dans un sens où ça va pas, de revenir en arrière. Donc, je suis évidemment fascinée par le pouvoir du langage, hein. J'ai quand même cette citation à la fin de David Foster Wallace qui dit que pourquoi on écrit? On n'écrit pas pour gagner sa vie. En plus, en général, on ne gagne pas sa vie. On écrit parce que c'est du sens, parce que c'est de l'art, et que l'art, c'est du sens, et que le sens, c'est du pouvoir. Donc, il y a un pouvoir, mais c'est quoi ce pouvoir? C'est pas le pouvoir de tout changer ou ou de devenir un démiurge, de concurrencer les lois de la nature, ou de faire en sorte que le mal euh, soit de lutter contre le mal. C'est pas dans ce sens-là. C'est un pouvoir qu'on se donne entre nous, à nous-mêmes, je crois. Et c'est ça qui est fabuleux, je trouve, dans la lecture. C'est que, effectivement, la lecture ne me donne pas des outils pour changer ma condition, mais elle permet à mon intelligence de trouver un terrain. Elle permet à mon intelligence d'être moins seule, d'avoir des échanges avec voilà, l'auteur du livre que je lis, ou même avec d'autres lecteurs, de me trouver
dans un collectif qui pense, dans un collectif qui veut, dans un collectif qui aime. Et c'est pour ça que j'emploie le mot consolation. Je ne sais pas tellement comment l'appeler. Je sais pas, parce que je voudrais pas que ça soit trop peu non plus. C'est pas rien, la littérature. Pour moi, c'est la chose la plus importante de ma vie. J'ai dédié toute ma vie à ça. Mais voilà, j'essaie d'être dans une place juste où on ne se prend pas, où je ne me fais pas d'illusions, même sur ce livre-là, même encore maintenant où il y a beaucoup de public et tout ça, je ne me fais pas d'illusions sur la possibilité d'un livre ou même d'une série de livres à changer les choses. Je pense que ça prend bien plus que ça. Mais à la place où on est, euh, je trouve que c'est beau de pouvoir faire de son mieux et que ce mieux euh, puisse entendre puisse recevoir une réponse et que d'autres personnes se retrouvent là-dedans. Voilà. Bon, pardon, hein, mais votre question était alambiquée, ma réponse est aussi un peu Mm. dans tous les sens, pardon. Merci, merci beaucoup pour votre réponse très intéressante sur ce pouvoir du langage, de la langue, mais cette impuissance de la littérature en même temps. Moi, personnellement, avant de passer la parole à l'autre étudiant, j'aurais une question. Vous l'avez évoqué à la fin de votre réponse. Est-ce que vous aviez un retour jusqu'à présent des lecteurs dont votre littérature les a sauvés? Alors, Car ça, c'est très important aussi, car oui, c'est il vrai, se c'est peut qu'un nouveau. texte sauve. Ce n'est pas notre cas peut-être, mais il y aurait des lecteurs, des lectrices qui ont trouvé quelque chose dans votre texte. J'ai reçu beaucoup de courriers. C'est J'ai vrai? reçu beaucoup de lettres de personnes qui, ouais, alors je ne sais pas si sauver, hein, mais à qui ça apporte grandement Consolation. d'entendre. Oui. Oui, consolation. Alors, il y a deux choses en général. Il y a d'entendre formuler des choses Mhm. que les personnes pensaient déjà, mais d'une façon, dans une certaine clarté, qu'elles n'auraient peut-être pas formulé comme ça, de se Tout à sentir fait. comme reflété. Ah, enfin, quelqu'un dit ça. Euh, il y a ce côté-là. Ou alors, au contraire, des gens qui disent euh, tout d'un coup d'être déplacés, de lire des choses qu'ils n'avaient pas entendues ou qu'ils n'avaient pas imaginées ou pas de cette façon-là. Et ça peut apporter aussi, donc c'est deux démarches complètement différentes, soit confirmer quelque chose, soit au contraire être déplacé. Mhm. Mais oui, c'est très émouvant de recevoir ces courriers. Bien Parce sûr. que c'est effectivement, c'est bizarre la communication qu'il y a dans un livre, parce qu'on est là, donc on est dans un groupe, on parle d'un livre, même moi je m'extrais un Mm. petit peu, mais au moment de la lecture, on est dans une communication où on est dans une solitude absolue. Aussi Oui. bien moi qui écris que celui et celle qui lit. Et les courriers que je reçois, ils me donnent une idée de ce que ça a pu être pour ces personnes de lire ce livre. Donc c'est très riche, c'est vraiment très très beau. Merci. Merci. Je continue avec l'étudiant suivant. Donc, je me tourne vers l'Université de Thessalie, Volos, et je passe la parole à Nicolas. Donc, bonsoir, Madame Sino. On voudrait d'abord vous féliciter pour ce magnifique livre. Nous l'avons littéralement dévoré et ça a soulevé bien sûr en nous plein de questionnements et de discussions passionnantes dans notre équipe, autant littéraires par rapport à la forme du livre, la beauté et la lucidité de votre écriture, mais aussi de débats profonds, plus philosophiques et sociaux, si vous voulez. Il faut dire aussi que le sujet de l'inceste n'est pas du tout un sujet facilement abordé en Grèce et il fait partie des sujets un peu tabous. Donc, la question qu'on aimerait vous poser ce soir est plutôt d'ordre philosophique, une question brute. Que faire du bourreau? Comment y répondre en tant que personne, puis en tant que société? Est-ce qu'au final, pour vous, ici ce soir, en dehors de ce qui est déjà écrit dans le livre, il y a une réponse claire qui vous concerne, personnelle si vous voulez, qui ne cherche donc pas à s'imposer comme réponse absolue, qui répondrait à cela? Et que faire d'un bourreau qui avoue avoir commis l'injustice et jure qu'il ne répétera pas son crime? Merci. C'est très compliqué, hein. Oui, merci de cette question. C'est vrai que le livre va pas résoudre pour moi cette question. Elle n'est pas résolue dans le livre. Et là, c'est vrai que
grâce à cette liste Goncourt, j'ai souvent des interactions avec des étudiants, là, comme ce soir avec vous, et j'ai l'impression que je suis en train de continuer à écrire ça ou à penser ça et que je pourrais continuer, et que je sais que je vais continuer jusqu'à ce que ma vie soit finie. Parce qu'il n'y a pas de, je n'ai pas trouvé de réponse là. Et même ce mot de bourreau, pourtant je l'ai écrit moi-même, mais là je vous entends le prononcer et je me questionne encore, je me dis, est-ce que vraiment, euh, est-ce que c'est juste d'appeler cet homme mon bourreau? Quand lui-même, euh, il ne se reconnaît pas dans cette place. C'est un peu fou. C'est quelqu'un qui reconnaît avoir commis ce crime, mais il ne l'a pas commis en tant que bourreau. Et la plupart du temps, c'est comme ça, hein, les agresseurs, on va dire, mais même ce mot-là est encore mal choisi parce que c'est un agresseur depuis mon point de vue à moi. Mais lui-même, il ne se perçoit pas comme un agresseur. Et même après le procès, mon beau-père continue à dire et à penser qu'il a fait ça par amour. Et c'est ça qui rend, je crois, le sujet de l'inceste tabou. C'est ce mélange entre la souffrance absolue de la victime et la, la façon dont l'agresseur, mais la société tout entière, doute un peu euh, de la gravité de ce qu'il a fait. Et on a toujours, hein, dans les histoires d'inceste, dire oui, alors c'était un jeu, oui, c'était de l'éducation sexuelle, l'écart d'âge n'était pas si grand, il aimait son frère, enfin, j'en sais rien, des excuses à l'infini, en fait. Et que même nous, les victimes, j'ai plus de facilité à trouver des excuses à mon bureau qu'à m'en trouver à moi-même de ne pas avoir parlé. C'est affreux. C'est toutes ces contradictions-là que j'ai voulu mettre au jour là dans mon livre. Donc, après, il y a effectivement l'aspect de la justice. Là, je parle, c'est ça qui est beau dans un livre, c'est que je peux parler euh, de tous les points de vue. Et mon point de vue à moi, il n'a pas besoin d'être tout le temps dans la logique de la justice. Je peux aussi rester dans la logique euh, irrationnelle des sentiments, comme on disait au début, là. Il y a des choses que je ressens et que j'essaye d'interroger, mais qui au niveau de la justice ne sont pas justes. C'est pas normal, là, qu'après un procès, je puisse encore questionner, euh, non pas sa culpabilité, puisqu'il est coupable et tout ça, mais son statut. Où est-ce que je le mets, cet homme qui a commis cet acte-là, euh, et qui n'est pas un monstre? Alors, dans mon texte, à un moment donné, parce que je vais dans tous les sens, je me dis, OK, mais si c'est pas un monstre, c'est quoi? Il y a quand même un côté monstrueux. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Quelqu'un qui commet un acte monstrueux, est-ce que c'est un monstre? Et que ça veut dire quoi pour la société, un monstre? Parce que souvent, dire un bourreau, des mots forts comme ça, un bourreau, un monstre, c'est des mots qui font on les sort de nous. Et on se dit, cet homme-là, et ces centaines de milliers d'hommes-là, c'est des monstres. Ils n'appartiennent pas à notre société. Et donc, ça nous permet aussi de les déshumaniser et de dire, bon, ben voilà, on les condamne à perpétuité, ou on les condamne à 20 ans de prison, on les isole dans les prisons, on les oublie. Et en faisant ça, on oublie et on ne veut pas penser la part monstrueuse qui est en nous tous et la possibilité qu'on a, nous tous, de commettre un acte incestueux. Et ça, je pense que c'est un problème. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué ce vocabulaire-là et que je ne peux pas considérer cet homme comme, comme un autre, puisqu'il a commis un crime si grave, mais je crois que c'est pas utile à l'intelligence de le mettre trop loin de nous et de voir ce qu'il a commis comme quelque chose d'absolument impossible pour nous. Parce que déjà, je crois que c'est pas vrai quand on regarde les chiffres et quand on les entend parler. Ce documentaire dont je parle dans le livre, là,
il y a un passage que je n'ai pas cité, mais auquel je pense souvent. Il y a un des criminels qui a été donc condamné pour violence sexuelle sur un enfant et qui dit au réalisateur, 5 minutes avant de commettre ce crime, je vous aurais juré que je ne ferais jamais ça. Donc ça veut dire que 5 minutes avant de le faire, il était à ma place. À ma place que moi je me dis, mais jamais de la vie, je vais faire ça à un enfant. Et puis d'un coup, il est passé de l'autre côté et il l'a fait. Donc je crois que c'est plus important pour nous en tant que société de considérer ces hommes comme des hommes comme nous qui ont commis un crime irréparable, plutôt que de les considérer comme des hommes différents de nous. Et, euh, et je pense que c'est se fermer les yeux aussi au niveau de la justice, de croire qu'on peut se débarrasser des criminels en les mettant dans une prison et en les oubliant. Parce qu'après, en plus, ils sortent de prison, donc ils sont toujours là, ils sont parmi nous. Donc voilà, philosophiquement, c'est vrai que je me suis permis d'aller dans tous les sens. Je me suis permis d'aller dans le sens de ma très grande souffrance qui fait que j'ai envie, et cette colère où j'ai envie de dire, parce que voilà, là je vais dans un sens, non à dire c'est des hommes comme nous, là là là, mais tout de suite j'ai envie de me reprendre parce que même au procès, les gens qui sont venus le défendre et les gens de mon village qui ne voulaient pas voir son crime, ça me mettait dans une colère terrible. Et donc là, à ces gens-là, j'ai envie de leur raconter dans les détails ce qu'il m'a fait pour qu'ils changent d'avis. Donc voilà, c'est tout ce processus-là que je voulais montrer dans le livre et j'ai pas de réponse à fournir. J'ai pas de réponse, mais je sais que ce travail de l'intelligence que j'ai fait malgré moi, parce que j'étais obligée de penser à ce sujet, pas un sujet que j'ai choisi, euh, que au moins, puisque j'ai ces armes-là, puisque j'ai toutes ces années de pratique de la littérature, ben voilà, je vous donne ça tel quel. Et maintenant, c'est à vous. C'est comme vous dites, hein, on va en débattre entre nous. C'est pas à moi de résoudre ces questions. Et c'est là que j'ai pu trouver aussi cette place juste, c'est que je ne peux pas résoudre ces questions. Et j'ai pas envie de me présenter à vous comme voilà la réponse que j'ai trouvée au bout de 20 ans parce que c'est pas vrai. La façon la plus juste possible que je peux trouver de me présenter aujourd'hui face à vous, c'est de dire voilà toutes les étapes de ces raisonnements. Et voilà où j'en suis aujourd'hui à ce moment de cette réflexion qui n'a pas de fin. Merci, merci Pardon, Ned. je réponds longuement. C'est que c'est des questions très intéressantes. Merci, merci à vous tous, pour ces questions. Oui, ils avaient hâte de les poser, hein. J'avoue qu'ils étaient tous impatients de vous rencontrer ce soir. Et nous passons donc à l'université Aristote de Thessalonique et je laisse la parole à Catherine Atsouflia. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Madame Sinon. En tant que représentante de l'équipe de l'Université Aristote, je me permets de vous poser la question suivante. Vous utilisez le mot mémoire pour définir le genre de votre livre. Est-ce le seul terme qui pourrait l'identifier? Je vous en remercie. Merci pour cette question. J'utilise le mot mémoire en fait parce que un texte qui m'a semblé très intéressant, que j'ai lu en cours d'écriture, c'est un texte de Carmen María Machado, qui est une écrivaine américaine, nord-américaine, d'origine, je crois, mexicaine, et qui s'appelle In the Dream House. Je crois que c'est traduit en français, ça s'appelle Dans la maison rêvée. Et c'est un texte où elle raconte une expérience qu'elle a vécue, mais de façon très originale et très intéressante. Et elle appelle son texte, c'est sur la couverture, c'est marqué A Memoir. Et il y a plusieurs textes comme ça du corpus de choses que j'ai étudiées, mais souvent nord-américains, qui intitulent des textes autobiographiques Mémoire. Et donc, voilà, donc, allez, j'en parle encore un tout petit peu plus parce que j'ai pas eu l'occasion d'aborder ce texte de Carmen Machado et je le trouve très, très intéressant parce qu'elle se permet, donc elle raconte une histoire très douloureuse. Elle était dans une relation toxique, une relation lesbienne toxique,
et où elle a été complètement opprimée et elle a vécu des moments absolument affreux dans une relation qu'on imagine souvent dans la société beaucoup plus douce que les relations hommes-femmes. Et donc, c'était un peu briser un tabou pour elle que de raconter, d'oser raconter à quel point ça s'était mal passé et à quel point elle était rentrée, elle, une féministe qui avait fait tout un parcours voilà, de construction dans une relation toxique classique euh, où elle avait été maltraitée par sa compagne. Et tout en racontant donc, cette chose-là très douloureuse, très humiliante, parce que c'est humiliant de raconter comment on s'est laissé avoir dans une relation toxique, elle fait ça de façon parfois tragique, mais parfois drôle. Et ça m'a beaucoup inspirée, parce que je me disais que c'est vraiment ça, essayer d'être honnête jusqu'au bout. On n'est pas victime à 100% du temps. On n'est pas victime. Moi, je ne suis pas la petite fille maltraitée toutes les heures de ma vie. Il y a aussi des moments dans chaque jour où je suis une personne rigolote, où je suis... Et donc, je me permets dans l'écriture d'aller aussi à ces endroits-là. Et les sous-titres, par exemple, certains sous-titres où je mets ma vie comme film d'horreur, ma vie comme film américain, ma vie comme ci, comme ça, c'est une citation cachée, enfin pas vraiment cachée, mais de Carmen Machado, qui fait ça, qui raconte sa vie plusieurs fois selon un angle de la pop culture. Et donc, j'ai trouvé ça important et je trouvais ça beau euh, que, qu'il puisse y avoir de l'humour, un humour un peu noir, un humour, voilà, euh, qui n'est pas non plus une offense par rapport à la gravité du sujet. Mais voilà, c'est pour vous dire la quantité de références qui m'ont été utiles. Et je pense que c'est aussi parce que c'était un sujet tellement difficile pour moi qu'il a fallu que j'aille piocher vraiment dans toutes les ressources que j'avais. Et donc, pour revenir à ce sujet du mémoire, donc voilà, j'appelle ça un mémoire, mais j'appelle ça de différentes façons. Je pense que c'est un texte de non-fiction narrative. Je trouve que ça correspond assez bien. Non-fiction créative. Euh, mais en France, c'est pas du tout un terme qui est utilisé pour l'instant. C'est quelque chose de très nouveau. Et donc en France, on aurait plutôt tendance à voir ça comme un texte autobiographique. Souvent, les Français, ils appellent les textes qui sont autobiographiques des récits plutôt que romans, pour se distinguer du roman. Le roman serait de la fiction et le récit serait pas de la fiction. Je trouve ça très étrange, puisque justement, c'est, pour moi en tout cas, une des fonctions fondamentales du roman, c'est le récit. Donc on se trouve là une zone un peu d'hybridation qui est intéressante, qui était une menace pour mon texte d'être catalogué comme de la sous-littérature. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Donc c'est aussi, je me disais, j'affronte cette peur. J'affronte cette peur que ce texte soit catalogué comme un témoignage. C'était un danger de ne pas avoir sa place dans la littérature. Et moi, je souhaitais cette place. Je souhaitais que ce texte se trouve à la frontière entre le témoignage autobiographique et le travail artistique de la littérature. Je voulais pas qu'on m'enlève ça. Je voulais pas que ce texte ne soit que un mémoire, que un témoignage. Et donc, voilà, en faisant appel à tous ces autres textes qui, pour moi, sont de la littérature, qui, qui sont des textes qui mélangent l'expérience personnelle à un travail sur l'esthétique, à un travail sur le langage, sur des concepts philosophiques, c'était très, très important. Merci. Et Merci pour moi, la... je m'oriente vers l'Université du Pirée et on a avec nous le professeur Monsieur Christos Nikou. Donc, Nico, Christos, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les Instituts français de Thessalonique et d'Athènes d'avoir organisé
cette rencontre et je remercie Madame Sino d'être avec nous ce soir. Les étudiantes de mon équipe sont excusées parce qu'elles avaient une autre obligation à l'université et le seul étudiant qui fait partie de l'équipe est candidat aux élections européennes en France. Donc, lui aussi, il est excusé. Voilà ce que je pense de votre livre et puis la question de mon équipe. Je dois avouer qu'avant même de commencer le premier chapitre, en lisant juste l'épigraphe tiré de Lolita, j'ai pensé aussi au séminaire de François Le Cercle à la Sorbonne sur les fictions perverses. J'étais dans un état de préconscience du poids des mots qui allaient suivre. Votre récit, votre roman m'a chamboulé, littéralement chamboulé, et m'a pris, comme on dit, aux tripes. Donc, voici la question du jury des étudiants et étudiantes de l'Université du Pirée. Autopsier, c'est qu'on ne peut pas raconter, l'inracontable. C'est pour vous réaménager littérairement et mentalement le traumatisme? Merci. Merci de cette question. En tout cas, je ne l'envisage pas comme ça, mais peut-être, hein, peut-être. Peut-être qu'effectivement, ce texte, il est issu, parce que là, j'ai 46 ans. Et donc, ça fait longtemps que j'écris sur ça. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce sujet. Et ça fait longtemps que ma vie est occupée par comment je vis avec ce traumatisme. Donc, effectivement, même si je ne me suis pas proposé de réaménager ce traumatisme, de créer un espace vital pour moi-même, et ça s'est fait, ça, dans ma vie. C'est quelque chose qui s'est fait par la réappropriation de mon histoire, par le fait que j'ai choisi d'en parler. J'ai choisi d'en parler assez jeune. Et tout de suite, puisque j'avais déjà la vocation d'écriture, je pense que tout de suite, quand j'en ai parlé, c'est devenu une évidence pour moi que, c- que c'était impossible d'en parler. Comment expliquer ça? Qu'il y avait là un paradoxe, c'est-à-dire que je raconte ça pour la première fois à mon ami et j'entends les phrases que je prononce et je vois bien que ça n'est pas exactement ça que j'ai vécu et ça n'est pas exactement ça que je voudrais dire. Et je le raconte à un nouvel ami, et je le raconte à ma mère, et il y a un procès, et j'écris des livres dessus, et toujours je suis là-dedans. Je suis dans cette contradiction où effectivement, à chaque fois, j'aménage un espace où je dis quelque chose, où je raconte quelque chose, où je fais exister cette histoire-là, je me l'approprie, et en même temps, je suis toujours dans la perte de cette histoire. Je suis toujours dans une déception de ne pas réussir à raconter, de ne pas réussir à habiter ce traumatisme-là. Parce que c'est ça la nature du traumatisme, en fait, on ne peut pas l'habiter. On- Mais d'un autre côté, je pense que je comprends cette question et je l'entends, j'entends l'espoir qu'il y a là-dedans. J'entends, et ça m'embête de répondre non quand on me questionne. J'ai eu beaucoup cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez mieux en écrivant? Est-ce que vous avez l'impression que c'est lutter contre la perversité, justement, hein, quand on parle de littérature perverse, que c'est une forme de lutte, que d'aménager un espace où on déconstruit cette perversité. Et moi aussi, j'ai cet espoir-là. Moi aussi, j'écris dans une quête de lumière. Je témoigne dans une quête de lumière. Mais voilà, si je veux continuer à être honnête, c'est loin d'être résolu. C'est loin d'être résolu et je suis vraiment entourée par des abîmes. Donc, je ne peux pas faire semblant. Voilà, c'est une toute petite victoire là.
j'essaie de créer un espace où je peux habiter, mais je crois que toute la littérature fait ça. Moi, bon, ben voilà, j'ai vécu ça, mais je suis aussi dans d'autres livres. Un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est le thème des migrations, le thème des déplacements, des gens qui sont forcés à quitter leur lieu, à quitter leur terre. Là aussi, il y a créé par la littérature, par l'imaginaire, par le plaisir de créer de la beauté, de créer de l'intelligence. La littérature nous permet en général d'habiter le monde. Donc, en ce sens-là, oui, j'ai l'impression que mon texte, mon travail, tous les efforts que je fais, ils sont là pour me permettre d'habiter le monde. Mais je crois pas en tout cas que je me sens pas victorieuse et je veux pas mentir. Je veux pas mentir. Je veux pas donner l'impression que je domine ce trauma. C'est voilà, je fais ce que je peux, mais et je pense que ça fait partie de l'honnêteté qui est reconnue par les lecteurs et les lectrices qui ont été aussi victimes. Euh, on fait de notre mieux, mais c'est le voilà, on n'est pas victorieux et ben tant pis. En fait, c'est peut-être pas le but dans la vie non plus d'aller bien tout le temps, d'être victorieux sur tout. Et c'est sûr que les forces de destruction sont tellement grandes par rapport à le petit acte individuel qu'on fait. En tout cas, on vous remercie pour votre honnêteté parce que c'est vrai que, comme vous le dites, c'est pas toujours facile de garder cette ligne, surtout quand notre histoire commence à être connue un petit peu partout. Et rester honnête avec soi-même d'abord et avec les lecteurs ensuite, ben, on vous en remercie. Parce que c'est pas quelque chose de facile et beaucoup passent le cap. Et vous, vous êtes resté fidèle. Je pense que c'est Fanny, Mais important. j'espère, oui, juste à on se rajouter donne- que... Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Donc, je passe maintenant la parole à l'Université nationale et capodestrienne d'Athènes, à Oulia Maka. Bonsoir, Madame Sino. On voudrait vous féliciter pour ces livres. Notre question est la suivante. Dans votre roman autobiographique, vous relatez une expérience douloureuse, traumatique, de manière réaliste. Est-ce que la mise à distance de soi et de l'événement constitue à la fois un acte libérateur et un acte dénonciateur? Et avez-vous lu des livres qui vous ont servi de modèle ou bien qui vous ont incité à écrire vos expériences à l'égard du viol? Merci pour cette question. J'aime bien ce mot libérateur. Il y a deux mots qui me semblent souvent intéressants dans les analyses littéraires. Il y a ça, il y a l'idée de créer un espace de liberté pour soi et pour les autres. Euh, la- S'emparer d'un sujet, se donner ce pouvoir, non? De dire, j'ai pas le droit d'en parler, je vais en parler quand même. Je ne peux pas raconter, je vais raconter quand même. Je sais que je vais pas y arriver, je le fais quand même. Écrire dans ce quand même-là, dans cette malgré tout, en dépit des circonstances, en dépit des difficultés, je fais ce que j'ai envie. Là, il y a quelque chose de libérateur. Il y a effectivement un aspect où je touche euh, quelque chose de très enthousiasmant de la liberté, d'une, d'une, oui, d'une petite liberté, mais en même temps, au moment où je suis seule devant ma page, c'est une très, très grande liberté. Euh, et ça, je pense que c'est une porte ouverte. Et il y a un autre mot aussi qui m'intéresse souvent dans l'analyse littéraire, c'est la question de l'émancipation.
Et l'émancipation, ça va un peu au-delà de la liberté. La liberté, j'ai l'impression qu'elle a... Cet acte libérateur, il me concerne moi. Et la question de l'émancipation, ça nous concerne tous. Et je crois que, comme vous le disiez, hein, dans la dénonciation, dans le fait de prendre la parole, d'assumer cette parole, il y a une recherche d'émancipation, une recherche de se libérer de certaines forces d'oppression, de certaines contraintes qui sont des contraintes sociales qui nous interdisent de parler. Et j'ai l'impression que cette répétition-là de l'interdiction de parler, qui est vraiment particulière dans le sujet de l'inceste, parce que l'enfant violé, le traumatisme qu'il vit, c'est depuis le début un traumatisme de langage. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit et en plus on ne peut pas en fait. Il y a quelque chose qui... C'est une impossibilité de mettre des mots sur ce qu'on vit. Et donc, effectivement, il y a eu pour moi plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de la lecture où j'ai lu des textes, mais c'est curieux, j'ai pas voulu, j'ai pas été vers là, je le mentionne brièvement dans mon livre, j'ai pas été vers des théories féministes ou des livres sur l'inceste ou sur le viol, mais je crois que ça s'est fait pour moi par ricochet, par d'autres lectures. Parce que en réalité, il y a tellement d'exemples dans la littérature de textes qui sont des mouvements qui libèrent ou des textes qui recherchent une émancipation sur des sujets des fois les plus inattendus, hein. Je cite des textes sur les camps de concentration, sur le goulag, sur l'apartheid, parce que c'est des textes que j'ai lus dans ma formation quand j'étais au collège, lycée, et qui m'ont tout de suite interpellée, mais il y en a tellement. Euh, c'est pas parce que on écrit un texte sur l'esclavage qu'on se libère de l'histoire de l'esclavage, mais en se permettant de dire des choses qui ont été pendant longtemps interdites, je pense qu'on s'inscrit effectivement, comme vous le dites, dans un mouvement libératoire et dans un mouvement émancipateur. Et ça, c'est très plaisant pour soi parce qu'on a l'impression qu'on gagne quelque chose. Et c'est aussi une responsabilité, c'est-à-dire que là, ce texte que j'ai construit quand même comme un texte qui s'inscrit dans MeToo, qui s'inscrit dans une conversation, d'une recherche collective d'essayer de lutter contre cette oppression très très grande qui est une oppression sociale, hein, de l'enfant euh, dans la famille, dans les institutions, qui n'a pas le droit de dire ce qui lui arrive et qui ensuite, en tant qu'adulte, intègre tout ça comme un socle social, en fait, d'être construit depuis le début dans je me tais, je ne réclame pas mes droits, je n'exprime pas mon inconformité, d'exprimer tout ça, j'ai l'impression que je m'inscris sans avoir besoin de connaître toutes les théories qui se sont écrites là-dessus, mais je m'inscris comme un petit grain de sable dans un mouvement qui est plus grand. Voilà. Merci. Merci pour vos réponses. Vraiment, chaque réponse est une réflexion à elle-même. Et l'Université de l'Égée à Mytilène est là avec nous. Donc, je passe la parole à Clio Hadzi-Daniel. Ok. Bonsoir, Madame Sino. Bonsoir à toutes et à tous. Notre question. Dans 13 tigres, vous racontez votre histoire douloureuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à briser le silence et à transformer cette expérience en artistique témoignage ou roman? Merci. Merci. Alors, j'ai pas... C'est drôle, hein, c'est... Peut-être, effectivement, pour un lecteur qui lit mon texte, il a l'impression que je brise un silence dans ce livre. Mais pour moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est parce que le silence était déjà brisé pour moi, parce que j'ai parlé avant, parce qu'il y a eu un procès, parce que
il y a eu une réflexion dans ma vie, dans mes relations, euh, que ce livre est possible. Je ne crois pas que j'aurais pu raconter pour la première fois cette expérience-là à travers un livre. En tout cas, ce ne serait pas ce livre-là. Ce livre-là, il est vraiment écrit depuis ma perspective d'aujourd'hui, depuis la perspective de quelqu'un qui a essayé de parler depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai conçu ce livre un peu en deux parties, où la première partie est plus narrative et où ça raconte un peu les faits et comment s'est organisée la dénonciation et la relation à la dénonciation, donc à briser le silence dans ma vie. Et la deuxième partie, ce sont plutôt les conséquences d'avoir fait ce choix de ne pas me maintenir dans le silence sur une vie d'adulte de quelqu'un voilà, qui continue sa vie, qui devient mère, etc. Je voulais aussi essayer de montrer la complexité de tout ça. Parce que je ne crois pas dans dans les questions d'inceste, mais bon, dans les questions de vie humaine, il n'y a pas de réponse préétablie. Et je ne crois pas que briser le silence soit bon pour tout le monde à tout moment. Et je crois que c'est dangereux d'imposer une vision comme ça. Il faut parler, il faut dénoncer, ou il faut faire ci ou ça, il faut faire une thérapie ou il faut pas faire de thérapie. Il faut rien en fait. On est des êtres humains. Chaque situation est tellement unique. Et ce dont on parlait tout à l'heure, si je me donnais un exemple là à dire, voilà, faites comme moi, dénoncez vos agresseurs et le procès est la seule solution. euh, je pense que c'est la pire chose que je peux faire. Parce que là, du coup, je me servirais de mon propre exemple pour opprimer d'autres gens, pour, euh, pour que d'autres gens qui n'ont pas fait cette démarche-là se disent, oh là là, non seulement j'ai été victime, mais en plus, j'ai pas fait la bonne démarche. Euh, c'est pas possible, c'est pas possible que je tombe dans ce piège. Pas possible d'avoir ce parcours-là et d'avoir toutes ces armes-là et d'avoir fait toutes ces études et de tomber dans le piège de dire aux autres briser le silence, par exemple, cette expression-là. Euh, voilà. Et je trouve que c'est très, très important que je le dise et que je me le dise. Quand je réponds à vos questions, en fait, je me le dis à moi-même aussi. Je me dis, fais attention. Parce que là, il est en train d'arriver quelque chose de nouveau avec le succès du livre. C'est vrai on lit pas mon livre de la même façon et même les choses que je suis amenée à dire, euh, elles sont pas entendues de la même façon et donc j'essaie de faire très 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 attention. Voilà, ça veut pas dire que je veux pas tomber dans des pièges, il y a tellement de pièges. Mais c'est ça justement Mais le plaisir de la lecture, c'est que comme nous sommes tous uniques et comme je le dis souvent, avec notre personnalité, nos connaissances, notre caractère, notre vécu, notre âge, le pays où on vit, eh bien, on reçoit tous un texte d'une manière différente et on a beau lire tous le même texte, on va tous en ressortir avec une lecture différente et avec une autre histoire. Et oui. c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que dire que je suis un modèle, regardez, moi j'ai réussi à faire ça, 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 c'est vrai que je comprends que pour vous, ça peut être difficile à accepter et à le faire. Sur ce, c'est difficile toujours de passer d'une question à l'autre, hein, j'avoue, Et mais puis on j'aurais va envie à chaque avancer. fois de parler avec chacun et de vous poser des questions sur votre lecture, mais je sens qu'on est nombreux et peut-être ça serait trop de temps. Donc, on passe à l'université de Corfou et à Sofia Tolia. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Madame Sinon. Mon équipe et moi-même avons surtout admiré votre courage d'écrire un livre au contenu aussi déplaisant. Donc, après avoir lu votre livre témoignage, nous avons la question suivante à vous poser. Et ayant vous-même fait l'expérience de la maternité, comment évalueriez-vous l'attitude de votre mère face aux viols répétés dont vous avez été victime de la part de son mari? En vous mettant à la place de votre mère,
comment feriez-vous face à une situation similaire? Merci beaucoup. Merci. Alors, j'en parle un petit peu dans le livre, hein. C'est compliqué parce que d'un côté, en devenant mère, j'ai une colère d'autant plus grande puisque j'ai un enfant et que c'est pour moi la prunelle de mes yeux et que c'est vraiment la pire chose qui pourrait m'arriver de savoir, d'imaginer qu'on pourrait lui faire du mal. euh, et surtout, une violence aussi grande qu'un viol répété pendant des années. Donc, il y a une question là de colère. Mais je ne suis pas ma mère. Je pense que c'est important d'essayer, pour moi en tout cas, ça a été important d'essayer de donner la place à plein de choses. Donc, je donne la place à cette colère. Je donne la place à il n'a pas fait son rôle, à dire plein de choses comme ça. Mais je donne la place aussi à quelque chose de plus littéraire où il y a une suspension un peu du jugement. C'est-à-dire que il y a un moment où je juge ma mère, où je juge mon agresseur, où je me permets tout ça. Mais je crois que la richesse euh, de la littérature, c'est de se permettre des choses qu'on ne se permet pas dans d'autres espaces. Et donc, je me permets aussi, en tant qu'écrivain, de ne pas juger ma mère. Donc, si vous voulez, j'essaie de superposer ces couches de complexité. Après, dans ma vie, ça ne veut pas dire que j'ai pas certaines confrontations, mais dans le livre, je n'ai pas voulu que ce soit trop en noir et blanc. Et j'ai pas voulu qu'on voit la mère trop facilement comme une personne déficiente qui ne remplit pas son rôle. Ça l'est effectivement, et ça l'est toujours. Mais en fait, dans des situations d'inceste ou des situations de violence sexuelle faite à un enfant, on se rend compte que la plupart du temps, il y a des espèces de configurations qui ont lieu. Il y a des configurations où l'enfant est vulnérable pour une raison ou pour une autre. Et souvent, la vulnérabilité de l'enfant, c'est parce qu'il y a une déficience dans la présence des parents. Mais c'est pas toujours comme ça, en fait. Il y a aussi des parents qui sont hyper prévenants, qui font très attention à tout. Et puis, il y a un prédateur dans leur entourage et l'enfant est abusé. Donc, je ne suis pas en position de surplomb par rapport à ma mère. Je suis pas... je me permets d'être en colère et d'exprimer ça parce que ça fait partie du récit. Et je crois que c'était important que dans ce récit, on voit apparaître les différentes étapes de la relation à la mère, parce que la mère est un personnage important dans une relation dans un récit d'inceste. Mais dans ma réflexion, je ne voulais pas être en surplomb par rapport à elle, parce que je pense à nouveau que je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Et j'ai beau, alors je le raconte, hein, je fais très attention à ma fille, et j'espionne tout le monde et je parle avec elle, mais on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'est jamais à l'abri. Et je crois que c'est ça que j'ai gagné. Si j'ai gagné quelque chose avec mon expérience, c'est ça. Donc, à nouveau, je ne vais pas tomber dans le piège de me dire, ah non, à moi, ça ne va pas m'arriver. Puisque c'est justement une des raisons qui fait que ça arrive. C'est parce qu'on croit que ça ne peut pas nous arriver. Donc, voilà, voilà, je ne peux pas répondre à cette question de la mer de façon simple. C'est une question très compliquée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que puisqu'on a affronté ça, que moi j'ai été courageuse, que ma mère a été courageuse, et qu'on est dans une conversation, de temps en temps, il y a de la distance, de temps en temps on se fâche, mais de temps en temps on reprend cette conversation. En tout cas, le fait qu'il y ait pu que ce récit ait pu se construire avec différents points de vue, que moi j'entende son point de vue et qu'elle, elle entende le mien, et que même si on ne peut pas l'entendre à 100%, puisqu'on ne peut pas être à la place de l'autre, que, que cette conversation existe, elle nous a permis à toutes les deux, et à notre famille en général, d'accéder à une certaine complexité.
Et moi, je m'accroche à ça euh, parce que je peux pas être dans la place, je l'ai dit plusieurs fois là au cours de notre conversation, de quelqu'un qui est complètement victorieux, mais je peux pas non plus me trouver à la place de quelqu'un qui est dans l'échec total. Donc, cette complexité que tous ces efforts et tout ce courage nous a donné, ben, c'est un peu ça qu'on a gagné, selon moi. Merci. Je dois passer à la Merci dernière beaucoup. question. Bon, je passe à la dernière question et je m'adresse à Victoria Guica de l'Université démocrite de Thrace. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Madame Sino. Alors, avec la lecture de votre témoignage, il y a des lecteurs qui s'identifient à votre expérience, mais aussi il y a des lecteurs qui s'immergent dans un monde complètement inconnu. Cependant, il y a aussi le côté de l'agresseur. Alors, la question de notre équipe est la suivante. Si une personne ayant commis des crimes de violence sexuelle lit votre livre, quel est le message qu'il reçoit selon vous? Merci. Merci. Je sais pas vraiment s'il y a un message, mais c'est vrai que j'avais à l'esprit, et j'espère, qu'un lecteur, quel qu'il soit, et quelles que soient les choses qu'il ait faites, à travers la lecture de ce livre, il accède un peu à ce que moi je perçois, ce qu'une victime d'inceste perçoit, ressent et pense. En fait, le projet, s'il y a eu un projet à un moment donné du livre, ça n'était pas faire un récit, raconter mon histoire. Ça n'était pas faire un essai, trouver des réponses sur l'inceste ou le viol. C'était créer une forme, créer un objet esthétique qui ressemble à ce qui se passe dans ma tête quand je pense à ça. Ce qui se passe à différentes étapes de ma vie. Et donc, s'il y a un agresseur ou quelqu'un qui a commis des agressions qui lit mon texte, j'ai l'espoir, peut-être un peu fou, mais en tout cas, j'ai l'espoir et le souhait qu'ils perçoivent la très très grande souffrance que c'est et qu'ils ne puissent plus se fermer les yeux et se dire que sa victime va oublier ça, que c'était un mauvais moment à passer dans sa vie et qu'elle peut passer à autre chose. En tout cas, pour moi, dans mon expérience personnelle, puisque maintenant j'ai 46 ans, donc je pense que j'ai suffisamment de distance pour me rendre compte que euh, oui, j'ai construit ma vie et oui, je vis des choses très heureuses et tout ça. On peut euh, s'en sortir, entre guillemets, mais en tout cas, on ne peut pas passer à autre chose. Cette chose-là qui m'a fait vivre, et elle a conditionné toute mon existence. Donc, si j'ai un espoir que l'agresseur il puisse voir des choses, c'est des choses sur lesquelles il s'aveugle. Parce que, en tout cas, j'ai cette expérience-là puisque j'ai été dans une relation très intime avec un agresseur qui parlait, qui était en plus, voilà, quelqu'un qui manipulait beaucoup par le discours. Euh, je pouvais déjà sentir quand j'étais enfant, et j'ai continué à analyser son discours dans toutes ces années que j'ai passées là. Et j'ai l'impression qu'il s'aveuglait sur un certain nombre de choses que j'essaie de rendre visibles dans mon texte. Mais ça n'est pas un texte qui s'adresse aux agresseurs. Vraiment, j'avais pas du tout à l'esprit de lui parler à lui ou de parler à un éventuel agresseur. C'est des fois, je suis consciente que j'ai un lecteur. Alors c'est un peu étrange en même temps parce que j'avais pas d'éditeur, donc ce texte a failli n'avoir pas de lecteur. Mais en tout cas, c'est un texte qui s'adresse à quelqu'un, qui s'adresse à une conscience. Parfois, cette conscience, elle est celle d'autres personnes qui ont été victimes, parce que je me suis posé beaucoup la question de quand je me permets de faire des généralités, un tout petit peu, j'ai très peur de manquer de respect
à l'expérience individuelle de ces autres gens qui ont été victimes et qui pourraient lire mon texte. Donc parfois il y a ça, parfois il y a des gens qui ignorent le sujet, qui sont présents à mon esprit aussi, et, et où j'essaie de décrire une expérience absolument irracontable à quelqu'un qui l'a pas vécu. Voilà, ça se configure un peu comme ça, mais j'ai assez peu pensé à un lecteur qui pourrait être un agresseur. Mais bon, si vous me posez la question, j'ai quand même, il y a quand même cette ambition-là d'essayer de créer un objet qui par l'expérience de lecture, on perçoit un peu ce qui se passe en moi. Voilà, Merci. merci beaucoup pour ces super questions. Merci à vous tous d'avoir Oui. élaboré comme ça. Après une lecture, c'est pas évident de trouver une question à poser. Non, c'est vrai qu'en général, ils ont tous préparé plus de questions, mais comme le temps nous était compté, je leur ai demandé d'en poser une seule, mais il est vrai que la plupart des jurys avaient plusieurs questions, hein. Donc, on a essayé de sélectionner, d'en garder qu'une seule par groupe. Et d'ailleurs, nous restons toujours à l'Université Démocrite de Thrace et j'ai reçu un message du professeur responsable du groupe, Stéphanos Gravanis, qui voudrait vous poser une question, donc je vais vous la lire. En mentionnant Lolita de Nabokov et Virginia Woolf, est-ce qu'on pourrait dire que votre livre vise à condamner indirectement le patriarcat? Oui, je pense que mon livre s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans une conversation, dans un débat qui a lieu. Moi, je vis au Mexique, donc bon, voilà, ça a lieu ici, mais je sais que ça a lieu en France et ça a sûrement lieu en Grèce aussi. Un débat contemporain sur des questions de patriarcat. Je crois que ce qui était très important pour moi, c'était de m'inscrire dès le départ dans le sujet de la complexité. Hmm. Je ne suis pas dans une dénonciation très prononcée. J'ai pas des très très grandes références. Bon, Lolita et Virginia Woolf, c'est quand même euh, effectivement des auteurs qui ont condamné la domination, mais c'est pas des références de la lutte contre le patriarcat. Ce que je voulais faire en fait, je pense qu'on le voit bien dans la première phrase du livre, elle dit moi aussi, donc je voulais mentionner ça dès le début, me too, mais moi aussi je suis fascinée par la violence du bourreau. Ça n'est pas moi aussi j'ai été victime et, euh, et je vais dénoncer les forces qui ont été les forces d'oppression. Je pense que ce qu'on peut apporter euh, dans la littérature, c'est cette liberté qu'on a d'étudier le sujet sous tous les angles. Hmm. Et donc, en faisant ça, effectivement, on peut prendre ce point de vue-là, c'est-à-dire que dire que tous les discours émancipateurs sont des discours contre le patriarcat. On peut voir ça comme ça. Mais en tout cas, non, je me suis pas, j'étais pas dans un combat. C'est marrant, hein, j'étais pas, même si c'est une évidence que dénoncer et que mettre des mots sur un inceste, c'est un combat, mais c'était pas ma démarche. Ma démarche, c'est vraiment une démarche spéculative, une démarche d'essayer d'aborder voilà, la complexité de cet aspect. Et je pense que quand même Nabokov, euh, son texte a été victime de beaucoup de réceptions un peu erronées. Il avait à l'esprit cette complexité. Il condamne effectivement son personnage, mais en nous montrant qu'il est attachant, en nous montrant qu'on peut se mettre à sa place, en nous montrant que on peut être attiré par ses raisonnements et tout ça, il nous montre là la très grande complexité de condamner un crime, quel qu'il soit.
Donc, voilà d'où viennent un peu ces références aussi. Ces références-là, ce sont des références d'auteurs qui ne s'inscrivent jamais en noir et blanc. Merci. Et merci donc pour avoir répondu à toutes les questions de nos étudiants. Et afin de conclure, moi, j'aimerais vous lire un petit extrait de votre livre, je pense qu'il est caractéristique pour vous remercier. Et si on me demande de nommer ma plus grande qualité ou une qualité que me définit, je dis que je suis courageuse. Je le dis presque sans y penser. Je ne sais même pas si j'en tire vraiment une fierté. Je le dis parce que je crois que c'est parfaitement vrai. C'est ça ma qualité. La sage-femme qui m'a accompagnée pendant mon accouchement a dit cela de moi, que j'étais courageuse. Et pourtant, elle n'était pas prolixe en compliments, et elle avait vu un certain nombre d'accouchements avant le mien. Elle avait plus de 70 ans, avait perdu 2 enfants en bas âge, mais dans notre moment partagé de terreur et de grâce, quand la mort nous a frôlés, elle et moi et Max et notre petit enfant qui n'avait pas encore de nom, elle m'a regardé dans les yeux et elle a vu ce qu'il y avait là. De la peur, de la tristesse, de la colère, de l'espoir, mille choses. Mais ce qu'elle a vu, surtout, c'est cet immense courage, cette force à la fois cruelle et innocente, presque obscène dans son intensité, ce désir d'affronter l'obscurité. C'est un peu ce qu'a voulu dire l'avocate quand elle mentionne mon incroyable détermination à écarter cet homme, la force que j'ai mise à vouloir mener ma vie. Il ne m'a pas été obligé d'être courageuse. C'est la réponse que j'ai choisi d'apporter à l'agression. Mais enfin, quand même, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble se déliter, elle vient de ce que j'ai vécu, de ce qu'il m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait, le bon et le mauvais, le génial et le terrible. Je voulais vraiment terminer sur ça parce que je pense que c'est vrai que pour avoir pu écrire, il faut beaucoup de courage. Pour pouvoir continuer à vivre, il faut beaucoup de courage. Pour pouvoir vous exprimer comme vous le faites, il faut beaucoup de courage. Et je crois qu'on peut vraiment reconnaître, comme vous dites vous-même, que votre propre qualité, votre plus grande qualité, c'est d'avoir été courageuse pour pouvoir continuer à vivre et affronter un petit peu euh, les fantômes. C'est pour ça que au début, j'ai voulu commencer en revenant sur les chapitres. Le premier chapitre sur les portraits, où on voit bien, en lisant chaque chapitre, le déroulé de l'histoire, et ensuite les fantômes qui viennent hanter la vie et savoir comment on peut continuer à vivre avec nos fantômes, comment les dépasser, nos fantômes. Et il faut du courage. Et c'est pour ça que je voulais terminer sur ce mot. Je crois que c'est celui qui vous caractérise. Euh, le plus important, c'est ça, le courage. Et je vous remercie, Simo, d'avoir partagé avec nous et de nous avoir fait vivre des moments intenses. Et c'est vrai que avec ma collègue Catherine, on se demandait bien comment on pouvait gérer peut-être parfois toutes les questions et sans vexer ou sans blesser les personnes qu'on a devant nous. On vous remercie. Merci beaucoup. Non, j'étais blessée par aucune question. Je suis très, très reconnaissante de l'intelligence que vous déployez dans la lecture et de répondre à ce défi qui est lancé par ce livre. C'est nous qui vous Merci à vous remercions. tous Si vous me d'organiser ça. permettez, si vous me permettez, moi, je suis admirative du texte, mais là, j'étais vraiment admirative de vos réponses, car elles entraînent, comme votre texte, dans une autre, en fait, réflexion philosophique, sociale, littéraire, sensible, intelligente sur la complexité du monde. Et c'est ça, à mon avis, votre réussite, hein, car vous rentrez vraiment dans la complexité du problème et dans la complexité de la tête de chacun. Merci, vraiment merci. Et merci à vous tous et vous toutes. J'ai travaillé, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai travaillé à l'Alliance française Ah pendant ouais. Ah, très un an. bien, Donc, très bien. c'est chouette pour moi d'entendre des étudiants des instituts français
Et oui, et Au de plaisir me de vous souvenir de ça. accueillir en Grèce aussi un jour, hein. oui, on espère. Mais oui, peut-être avec la traduction, ça sera possible. Alors, c'est vrai que c'est un peu la crise économique et je comprends que c'est pas facile pour la maison d'édition d'organiser tout ça, mais peut-être au cours d'un festival ou Oui, quelque chose comme ça. Oui, en général, on collabore beaucoup avec les maisons d'édition grecques et pourquoi pas, oui, on aimerait bien vous avoir un jour à Thessalonique et vous rencontrer et pouvoir vous poser encore plein d'autres questions. Je vous Merci. remercie. merci à vous tous. Oui, au revoir. Au Au revoir, revoir. merci à tout le monde, merci aux profs, aux étudiants, aux Merci instituts à tous. français. Merci, au revoir.